Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui le chapitre concernant les hormones et la procréation humaine. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour bien comprendre la régulation qui s'opère au niveau des organes reproducteurs de l'homme et de la femme, il nous faut appréhender le fonctionnement du système neuro-endocrinien. En effet, le fonctionnement des testicules et des ovaires est contrôlé par ce que l'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire qui est situé dans l'encéphale. Si on zoome sur cette structure, on se rend compte qu'elle est formée de l'hypothalamus, structure du système nerveux central, qui est reliée à une glande endocrine appelée hypophyse. L'hypophyse est constituée de deux lobes, antérieur et postérieur, et c'est la partie antérieure qui nous intéresse ici. L'ensemble est donc parsemé de neurones et de capillaires sanguins qui vont permettre le passage des hormones. Les neurones de l'hypothalamus produisent une neurohormone, la GnRH, qui va stimuler les cellules cibles de l'hypophyse. En réponse, celles-ci vont produire deux hormones gonadotropes appelées FSH et LH. Ces hormones étant produites à l'intérieur de l'organisme, on les qualifie d'endogènes. FSH et LH vont à leur tour stimuler des cellules présentes dans les organes reproducteurs. Dans les ovaires, ceci va permettre la maturation des follicules et la sécrétion d'hormones féminines, progestérone et oestrogène, alors que dans les testicules, ceci va permettre la sécrétion d'hormones mâles, testostérone et la production de spermatozoïdes. Commençons par la régulation hormonale de l'activité testiculaire. LH et FSH sont donc tout d'abord produites par l'hypophyse en réponse à une stimulation par l'hypothalamus. La FSH stimule la production de spermatozoïdes par les tubes séminifères des testicules. La LH stimule la sécrétion de testostérone par les cellules interstitielles des testicules. La testostérone va à son tour pouvoir stimuler la production de spermatozoïdes. Comme on parle de régulation, un mécanisme permet à la testostérone de freiner en retour les sécrétions de GnRH, FSH et LH. Elle exerce ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif. Voyons maintenant la régulation hormonale de l'activité ovarienne et utérine, dont le fonctionnement repose sur un système neuro-endocrinien comparable à celui de l'homme. Après la stimulation de l'hypophyse par la GnRH, la FSH agit en début de cycle sur les ovaires. Elle stimule la croissance folliculaire. Le follicule va donc pouvoir grossir et produire une quantité croissante d'hormones œstrogènes qui vont notamment permettre l'épaississement de l'endomètre dans l'utérus. La LH va permettre le développement du corps jaune dans les ovaires. Ceci va permettre la sécrétion à la fois de progestérone et d'œstrogène qui vont inhiber la contraction du myomètre, qui est un muscle de la paroi utérine. Les œstrogènes exercent un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Lorsque la concentration en œstrogènes dépasse une certaine valeur seuil, le rétrocontrôle va devenir plutôt positif. Cela entraîne notamment un pic de LH et de FSH, qui est un signal pour l'ovulation. Si les conditions de fécondation sont réunies, c'est-à-dire qu'il y a présence de spermatozoïdes, une cellule œuf pourra être formée qui pourra pendant la nidification se développer en embryon. Contraception et contragestion reposent sur des molécules de synthèse exogènes qui peuvent mimer les hormones naturelles endogènes. Elles peuvent donc ainsi leurrer l'organisme, soit en jouant le rôle des hormones naturelles, soit en les empêchant de jouer leur propre rôle. Dans le cas de la contraception masculine, il n'existe pas encore de contraception hormonale aboutie. Cependant, les molécules qui sont actuellement en développement miment la testostérone, qui aurait pour objectif d'augmenter le fameux rétrocontrôle négatif qu'on a vu sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, et ceci aurait pour conséquence de diminuer la sécrétion de FSH et par conséquence une diminution de la spermatogénèse par les tubes séminifères. La contraception hormonale féminine existe sous deux formes, la pilule œstroprogestative et
ce qu'on appelle la pilule d'urgence, ce qu'on appelle aussi la pilule du lendemain. Dans les deux cas, ces molécules miment soit l'œstrogène, soit la progestérone, soit un mélange des deux en même temps avec des dosages qui sont adaptés. En conséquence, l'augmentation du rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire va aboutir à la diminution des sécrétions de FSH et donc l'arrêt du développement folliculaire. Par conséquent, le niveau qui résulte de cela d'œstrogène reste assez bas, bien en dessous du seuil qui est nécessaire au fameux pic de LH. Et donc, la conséquence globale de tout ça, c'est que l'ovulation ne peut donc pas avoir lieu. Enfin, la contragestion médicamenteuse, elle repose sur l'utilisation d'une molécule qu'on appelle le RU486, qui est très proche dans sa structure tridimensionnelle de la progestérone. En effet, pour pouvoir accueillir un embryon, l'utérus doit satisfaire deux conditions: un niveau élevé en hormones ovariennes et un épaississement de la muqueuse utérine. Et donc, en empêchant la fixation de la progestérone sur les récepteurs de ces cellules cibles, le RU486 va déclencher l'apparition des règles. On va donc parler d'interruption volontaire de grossesse. Les rapports sexuels s'accompagnent de risques de développer des infections sexuellement transmissibles, aussi abrégées IST, entre les différents partenaires. Ces infections peuvent avoir des causes multiples, des bactéries, des virus ou bien des champignons. Elles vont causer diverses maladies qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé. Pour les bactéries, on peut citer par exemple les chlamydioses qui sont dues à l'espèce Chlamydia, les gonorrhées qui sont dues au gonocoque ou bien la syphilis qui est due au tréponème. Les virus, eux, peuvent causer une maladie que vous connaissez bien, le sida, qui est due au virus du VIH, mais aussi l'hépatite B, qui est due au virus du même nom, ou bien favoriser l'apparition de certains cancers du col de l'utérus, qui est dû, lui, au papillomavirus humain. Ou encore, on peut aussi citer l'herpès, qui est dû au virus herpès simplex. Enfin, les champignons, eux, tels que Candida albicans, peuvent causer des mycoses. Dans tous les cas, il existe plusieurs moyens de se protéger de ces infections et d'éviter leur contagion. Tout d'abord, l'utilisation de préservatifs externes ou internes qui vont mettre en place une barrière physique étanche et empêcher le passage des micro-organismes lors des rapports sexuels. Et enfin, la vaccination lorsqu'elle est disponible, par exemple contre l'hépatite B ou bien les papillomavirus. Je vous encourage à visiter le site suivant, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo, qui récapitule un grand nombre d'informations sur les IST et les méthodes de prévention, y compris les vaccins quand ils sont disponibles. C'est véritablement un site qui est très intéressant pour vous de consulter, puisque c'est une véritable mine d'infos concernant les IST. Dernier point que nous aborderons ici, celui de l'assistance médicale à la procréation. En effet, lorsqu'un couple ne peut pas concevoir d'enfant, on distingue deux cas précis. Tout d'abord, l'infertilité, c'est l'incapacité à engendrer une descendance après une année de rapport sexuel régulier, ou bien la stérilité, il s'agit ici plutôt de l'incapacité permanente à engendrer naturellement un enfant. Les causes de ces infertilités et stérilités, elles peuvent être multiples. Lorsque le problème touche des spermatozoïdes, ceux-ci sont par exemple en concentration très diminuée par rapport à la normale, ou bien ils peuvent perdre une partie de leur fonctionnalité, comme par exemple la motilité, c'est-à-dire la capacité de se déplacer à l'aide du flagelle. Dans le cas des organes reproducteurs féminins, on peut citer des anomalies de la paroi de l'utérus, une obstruction des trompes ou bien des troubles de l'ovulation. Les causes de tous ces dérèglements ne sont pas très bien compris aujourd'hui, mais on sait qu'il pourrait faire intervenir des facteurs comme le stress ou bien les perturbateurs endocriniens et chez la femme des maladies comme l'endométriose ou bien des infections à IST qui sont non soignées. Dans tous les cas, les couples peuvent faire appel à l'assistance médicale à la procréation, qu'on abrège AMP, et dont l'usage est strictement encadré par des lois de bioéthique, ce qui signifie qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, selon son seul souhait. Selon le problème qui est rencontré, on a diverses techniques médicales qui peuvent être utilisées. Tout d'abord,
lorsqu'on est face à une altération modérée des spermatozoïdes, on a recours à l'insémination artificielle, pendant laquelle les ovaires sont stimulés par des hormones exogènes et où on va recueillir les spermatozoïdes chez l'homme avant de les déposer directement dans l'utérus. Si cette insémination artificielle échoue, ou que le couple rencontre d'autres problèmes comme des anomalies des trompes ou bien des troubles de l'ovulation, on a recours à la fécondation in vitro, qu'on appelle aussi FIV, dans laquelle on va, après stimulation, récupérer des ovocytes matures avant de les mélanger dans un tube à essai avec des spermatozoïdes recueillis chez l'homme. S'il y a fécondation, les embryons qui sont résultants sont alors déposés dans l'utérus. Enfin, dans des cas sévères d'altération des spermatozoïdes, on peut procéder à une fécondation in vitro et un transfert d'embryon avec injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, un nom un peu barbare qu'on appelle FIVET ICSI. Dans ce cas-là, les spermatozoïdes ne sont pas capables de féconder seuls un ovocyte et on va donc les injecter, les micro-injecter sous microscope avec une grande précision avant de transférer l'éventuel embryon dans l'utérus. Voilà pour les quelques éléments de ce chapitre, j'espère que cela vous aura permis de mieux cerner les mécanismes qui sont mis en jeu, et je vous souhaite à tous un bon travail.